Dans l'actuel cas de génocide contre Israël devant la Cour internationale de justice, Israël n'a aucune chance de prouver qu'il ne commet pas les crimes de guerre les plus horribles. Cependant, ce qu'Israël peut faire, et essaye effectivement de faire, est de montrer qu'en raison de technicalités, la Convention sur le génocide ne s'applique pas réellement et que l'affaire devrait être rejetée. Examinons ensemble l'affaire et évaluons la probabilité que l'Afrique du Sud gagne dans les étapes initiales. Tout d'abord, l'un des aspects les plus mal compris de cette affaire est qu'à ce stade, l'Afrique du Sud n'essaie pas réellement de prouver que la Cour doit juger qu'un génocide est en train de se produire. Au lieu de cela, l'Afrique du Sud tente de sécuriser ce qu'on appelle des mesures provisoires. Les mesures provisoires sont une décision qui, bien que la culpabilité n'ait pas encore été établie comme alléguée, il existe suffisamment de sources crédibles pour suggérer qu'un génocide pourrait être en cours. De plus, le préjudice potentiel qui pourrait être infligé à une partie est si significatif, ou le danger d'un tel préjudice est si grand, qu'il justifie ces mesures provisoires. Ces mesures sont provisoires, car elles ne tiennent que jusqu'à ce qu'un verdict final soit atteint. En ce moment, l'Afrique du Sud ne cherche pas un verdict final. Elle essaie simplement de convaincre la Cour que des mesures provisoires devraient être émises. Celle-ci inclurait une injonction de cessation émise par la Cour envers Israël concernant l'utilisation de la force contre les Palestiniens à Gaza. C'est donc ce qui se passe actuellement et ce qui sera révélé dans les prochains jours ou semaines ne constituera pas un verdict sur la question de savoir si un génocide a lieu ou non. C'est pourquoi une grande partie de la défense du côté israélien n'aborde pas réellement cette partie. Au lieu de cela, elle se concentre sur l'allégation de génocide et néglige ce qui se passe actuellement. Maintenant, le discours le plus énergique a été prononcé parce que les Sud-Africains ont 6 avocats et les Israéliens, je pense, ont également 6 avocats. Chaque partie s'est vue accorder 30 minutes pour présenter ses arguments. L'un des discours les plus convaincants a certainement été prononcé par une dame irlandaise. Son nom, que j'espère prononcer correctement, est Blinani Growler. Elle a tenté de démontrer de la manière la plus convaincante que ces mesures provisoires doivent être ordonnées par la Cour sur la base de précédents. Malheureusement, je ne peux pas vous montrer la vidéo car l'audio de la diffusion ne fonctionne pas. Mais elle a cité très énergiquement de nombreux cas dans le passé où cette Cour ou d'autres cours ont effectivement mandaté des mesures provisoires. Elle a soutenu que ces cas, bien horribles en eux-mêmes, étaient en réalité bien moins graves que ce qui se passe actuellement à Gaza. Par conséquent, la Cour, sur la base des précédents, devrait être obligée d'ordonner ces mesures provisoires. C'est un argument très puissant, car il ne repose pas sur le fait qu'Israël ait déjà été jugé coupable ou non. Cela signifie que la Cour doit juger si le niveau de mort, de souffrance et de préjudice irréparable infligé aux Palestiniens est si significatif qu'il nécessite ces mesures. Le préjudice irréparable et le préjudice sont des termes très intéressants. Nous pouvons comprendre ce qu'ils signifient en nous référant à ce livre sur les mesures provisoires devant les tribunaux internationaux. L'Afrique du Sud doit prouver 2 choses. Premièrement, sur la base des faits actuels, il existe un risque que le droit à protéger soit substantiellement endommagé sans intervention supplémentaire. Elle a démontré cela de manière brillante, montrant l'étendue de la souffrance endurée par des populations innocentes. Pas des combattants du Hamas, mais la population innocente. Elle a soutenu que cette souffrance continuerait en se basant sur les actions d'Israël depuis le 7 octobre et même avant cela. Elle a également soutenu qu'il n'y a aucune raison de croire qu'Israël, de son propre chef et sans mesures provisoires émises, arrêterait ses actions. Elle a prétendu que même si une aide humanitaire était fournie par Israël, cela ne serait pas suffisant et que les mesures de la Cour sont absolument nécessaires. C'est la première partie qu'elle a, je crois, réussi à aborder dans sa plaidoirie. La deuxième partie
est la nécessité de montrer que ce préjudice se produira avant que l'affaire soit définitivement résolue. Prior to the matter being finally determined. And also this one is very convincingly argued by the South Africans. De plus, les Sud-Africains ont très convaincumment soutenu que nous ne pouvons pas attendre des mois, ou peut-être même des années, jusqu'à ce que la Cour puisse rendre un jugement final sur la question de savoir si un génocide est en cours ou non. Les dommages déjà infligés sont suffisamment importants pour justifier ces mesures. C'est pourquoi l'affaire sud-africaine est très solide. Une grande partie de la défense du côté israélien a en fait manqué ce point. Je pense que la meilleure chance pour Israël de ne pas perdre l'affaire, ce qui n'est pas la même chose que de gagner, est de faire valoir une question de technicité du cas actuel. Le professeur Malcolm Shaw a plaidé de l'autre côté et a fait plusieurs points, l'un après l'autre, quant à pourquoi le processus ne devrait pas continuer et toute l'affaire devrait être rejetée. L'ensemble de l'équipe de défense israélienne s'est beaucoup concentré sur le droit à l'autodéfense. Ils soutiennent que ne pas bombarder Gaza maintenant serait équivalent à l'éradication d'Israël. Si nous ne bombardons pas maintenant, alors Israël va être détruit, et donc ils ont le droit à l'autodéfense. C'est un argument ridicule, mais ils le font. C'est le même argument qui est répété en ce moment dans les médias de masse, encore et encore. Le deuxième argument qu'ils font est qu'il n'y a pas d'intention génocidaire. Cependant, les Sud-Africains ont montré qu'il y a des dizaines de cas où même des ministres du cabinet ont utilisé une rhétorique génocidaire, ce qui ne rend pas difficile de prouver l'intention. Ils disent encore « Oh, regardez, juste parce que quelques ministres ont dit quelque chose hors contexte, cela n'indique pas une intention génocidaire. » D'accord, mais ces deux arguments échouent en réalité à aborder la question principale, qui est de savoir si la Cour est sollicitée pour juger si des mesures provisoires sont en place. L'argument qui pourrait tenir, et que les juges pourraient utiliser pour éviter de traiter la question, est le manque de compétences. C'est un argument vraiment dangereux pour l'Afrique du Sud et pour la justice mondiale en général. Shaw a déclaré que Pretoria, c'est-à-dire l'Afrique du Sud, avait échoué à communiquer avec Tel Aviv au sujet de l'affaire avant de déposer la demande auprès de la Cour, comme l'exigent les propres règles de la Cour. Le représentant israélien a affirmé que l'Afrique du Sud leur avait donné seulement quelques jours pour répondre à une notification d'un génocide présumé. Il a dit que Tel Aviv avait été disposé à s'engager dans un dialogue, mais que les représentants sud-africains avaient d'abord rejeté une communication écrite à cause d'un jour férié, puis avaient répondu plus tard qu'il était inutile d'avoir une discussion. Shaw a dit que cela soulevait la question de savoir si l'affaire aurait dû être portée devant la Cour du tout. C'est crucial parce que, selon les règles de la Cour internationale de justice, il doit y avoir un différend préalable pour qu'une affaire soit présentée. Et en effet, cela fait partie des règles de la Cour. Il doit y avoir un différend préalable. Maintenant, Shaw, cet homme astucieux, dit qu'il n'y avait aucun différend entre Israël et l'Afrique du Sud. Vous savez, le différend entre Israël et les Palestiniens et le conflit horrible entre le Hamas et Israël est évident. Mais le Hamas n'est pas un plaignant, n'est-ce pas? La Palestine, en tant qu'État souverain, n'existe même pas dans le sens où de nombreux pays ne la reconnaissent pas. Mais c'est pourquoi l'Afrique du Sud a porté l'affaire. Et Shaw dit, « Regardez, nous n'avons eu absolument aucun différend avant que les Sud-Africains ne déposent ce document. Par conséquent, selon les règles de la Cour n'a pas de compétence. Il n'y a rien à discuter ici. Nous devrions tous rentrer chez nous. » Il met beaucoup l'accent là-dessus, ce qui est une stratégie très rusée et, à mon avis, le cas le plus solide que les Israéliens ont pour que l'affaire soit rejetée. Maintenant, lequel de ces deux arguments prévaudra? Sera-ce les Sud-Africains montrant de manière convaincante qu'un préjudice irréparable est commis? Ou les juges seront-ils d'accord avec l'argument que la Cour n'a pas de compétence parce qu'il n'y avait pas de différend préalable? Celui qui prévaudra
dépendra certainement du raisonnement des juges. Maintenant, de nombreuses personnes sur Internet disent que les juges seront redevables à la politique de leurs États d'origine. L'une des personnes qui fait cet argument est Norman Finkelstein, que j'admire beaucoup pour son raisonnement et sa connaissance de ce conflit. For everything, how he can reason and what he knows about this conflict. And he, in this video here, talking to Katie Hopper, Dans cette vidéo, il parle à Katie Hopper et soutient que la Cour sera influencée par la politique. Il souligne que les 5 membres permanents du Conseil de sécurité sont également représentés à la Cour internationale de justice, CIJ. Il pense que les autres juges prendront des décisions basées sur la politique de leur pays d'origine. Il est très pessimiste quant à la capacité de la Cour à rester impartiale, en particulier concernant l'affaire contre l'Afrique du Sud. Il pense que la Cour statuera en faveur du rejet de l'affaire sans se prononcer sur l'existence d'un génocide, car cela ne fait pas actuellement partie de la procédure. Il existe des recherches universitaires sur les influences politiques sur la Cour. Le travail le plus significatif que j'ai trouvé est une thèse complétée en 2017 intitulée Birds of a Feather, Patterns of Judicial Decision-Making at the International Court of Justice par Kaiki Zhang, qui est maintenant professeur assistant. Sa thèse est particulièrement précieuse car elle présente une recherche approfondie et robuste sur les modèles de vote des juges de la CIJ. L'une des conclusions clés est que les juges de la CIJ votent souvent en accord avec les juges des pays qui ont des liens régionaux ou militaires avec les pays qui les nomment ou les désignent. Les juges des pays ayant des niveaux similaires de développement économique et démocratique, ainsi que des similitudes culturelles ou religieuses, ont tendance à voter de manière proche les uns des autres. Dans sa thèse, il démontre que les juges forment des groupements basés sur ces facteurs, et ces groupements votent souvent de manière alignée, également influencés par les alliances. Heureusement, tout n'est pas prédéterminé. La thèse se conclut par des informations très importantes. Par exemple, elle identifie plusieurs groupements, y compris la détection des blocs des BRICS et du mouvement des non-alignés, NAM. Les blocs de vote identifiés dans cette recherche ressemblent frappamment aux blocs de vote observés dans les comportements de vote des États à l'Assemblée générale des Nations unies. Cela suggère que nous pouvons nous attendre à ce que les juges de ce panel votent d'une manière similaire à celle des représentants de leur pays à l'Assemblée générale, ce qui est particulièrement pertinent dans des cas comme Israël-Palestine. Cette information peut nous aider à prédire comment les juges pourraient voter. De plus, il note que son analyse de l'influence des comportements de vote des juges nationaux et ad hoc montre que, indépendamment du fait que les juges soient ressortissants des États par-ci, les juges ad hoc ont tendance à voter en faveur des États qui les ont nommés environ 80% du temps. C'est un point crucial à comprendre. Qu'est-ce exactement qu'un juge ad hoc? La Cour internationale de justice, CIJ, est composée de 15 juges permanents. Cependant, il existe une disposition pour l'ajout de juges ad hoc dans certaines circonstances. Chaque État qui comparaît devant la CIJ et a une affaire à juger a le droit de nommer un juge supplémentaire de son choix. Ce juge peut être un ressortissant de leur propre pays ou d'un autre pays. Cela signifie que pour l'affaire actuelle, il y a en tout 17 juges. Pour parvenir à un verdict, au moins 9 des 17 juges doivent se mettre d'accord pour approuver ou rejeter les mesures provisoires. Dans sa thèse, il mentionne que ces conclusions n'impliquent pas nécessairement que la politique dicte toujours et partout le résultat. Bien que je ne puisse pas trouver le passage exact maintenant, il note qu'il existe des cas où des juges de différents blocs votent ensemble, même si les blocs ont tendance à rester solidaires. En utilisant cette perspective, nous pouvons essayer de prédire l'issue probable en fonction des nationalités des juges. Nous avons ici une liste de 15 juges. J'ai créé un simple tableau Excel qui peut parfois aider à clarifier les choses. Je me demande si je peux l'agrandir. Laissons-le tel quel pour l'instant. Nous avons un juge des États-Unis,
qui est en fait le président du tribunal. Mes excuses pour le dysfonctionnement. En plus des États-Unis, nous avons des juges de Russie, de Slovaquie, de France, du Maroc, de Somalie, de Chine, d'Ouganda, d'Inde, de Jamaïque, du Liban, du Japon, d'Allemagne, d'Australie, du Brésil, et les juges récemment ajoutés d'Afrique du Sud et d'Israël. The South African judge that was added and the Israeli judge that was added. Now, Nous pouvons raisonner que si ces juges suivent les tendances de vote de leur nation à l'Assemblée générale des Nations unies, le juge des États-Unis rejettera probablement l'affaire. Nous pouvons également déduire que si nous adhérons à l'analyse selon laquelle ils votent en bloc, la France pourrait la rejeter. Cependant, Norman Finkelstein a souligné que la position de la France a été tout sauf claire dans le passé. Tant à l'Assemblée générale des Nations unies qu'au Conseil de sécurité, où elle a voté avec la Chine et la Russie auparavant. Ainsi, la France pourrait en fait l'accepter. Nous avons aussi le Japon, l'Allemagne et l'Australie. Et si c'est vrai que ces blocs de vote s'alignent avec leurs alliances, alors nous nous attendrions à ce que ces pays rejettent l'affaire. Le juge israélien dira très probablement que l'affaire devrait être rejetée. Mais pour les juges de Somalie, d'Ouganda, d'Inde, de Jamaïque, du Liban, du Brésil et d'Afrique du Sud, nous n'avons aucune raison de penser qu'ils s'opposeraient à ce que l'affaire progresse. Cela est dû au fait que l'argument, comme Shaw l'a fait, dépend largement des opinions personnelles sur la validité de l'affaire devant les juges. Je suis incertain concernant la Russie, le Maroc et la Chine. La Russie en particulier est un point d'interrogation car, comme Norman Finkelstein l'a convaincu, la Russie a également quelque chose à perdre politiquement, car elle fait face à une affaire de génocide contre elle à la CPI et dans un autre tribunal. Ils pourraient ne pas vouloir créer un précédent qui pourrait être utilisé contre eux à l'avenir. La chose ici est que le juge, qui juge, n'a pas appelé Vladimir Poutine pour demander « Monsieur Poutine, que voudriez-vous que je décide ?» Ce juge est un individu à part entière, le gars ici, le vice-président, Kirill Gevorgyan. Il pourrait en fait changer d'avis en fonction de ce qu'il voit et accepter l'affaire. Je suis aussi politiquement incertain à propos du Maroc, parce que le Maroc a un différend avec le Sahara occidental. À ma connaissance, le Maroc n'a jamais été accusé de génocide au Sahara occidental. Donc le Maroc pourrait en fait accepter l'affaire, ce qui signifierait que nous pourrions avoir 7 ou 8 votes pour l'accepter. Et la Chine, que Norman Finkelstein accuse d'être accusée de génocide par l'Occident collectif avec les Ouïghours, ce qui est en fait ridicule. Mais il continue de le faire, disant que la Chine commet un génocide. Donc, pour la même raison que la Russie pourrait ne pas vouloir voter pour accepter l'affaire, la Chine pourrait faire de même. Mais encore une fois, le juge est indépendant et n'appellera pas chez lui. Bien que je crois que la pression sur ces juges doit être assez énorme, je suis presque sûr qu'ils reçoivent des courriels de leurs États d'origine. Je serais surpris s'il n'y avait pas de tentative pour les influencer, car les enjeux sont incroyablement élevés. Globalement, je crois que les chances que cette affaire progresse sont assez élevées. Même les partis qui semblent la rejeter, comme la Slovaquie ou la France, pourraient en fait juger que l'affaire a du mérite. Étant donné le précédent substantiel sur la question des mesures provisoires, nous devrions poursuivre dans cette voie. J'espère que oui, car comme elle l'a justement dit, et je vais ajouter quelques minutes de sa vidéo à celle-ci, c'est un test crucial. Cela pourrait être l'une des dernières chances pour les Nations unies de prouver leur pertinence. La Cour internationale de justice, CIJ, en tant que partie du système des Nations unies, est la seule entité qui puisse encore pousser à aider les Palestiniens, au moins légalement et rhétoriquement, même si Israël ne se conforme pas à une injonction de cesser et de s'abstenir. À ce stade, les Nations unies ont presque perdu toute crédibilité. Si cette tentative d'aider les Palestiniens par l'intermédiaire de l'ONU échoue, alors il y a très peu à attendre à l'avenir. La confiance en cette institution sera encore plus érodée
ce qui affectera également négativement Israël à long terme. À mon avis, il n'y a aucun moyen pour Israël de sortir de cette situation avec une victoire. Même si l'affaire est rejetée, elle continuera de hanter Israël à l'avenir parce qu'elle sape la crédibilité de toute prétention à un système de justice international existant. Ceci étant dit, veuillez écouter ses paroles et allez également écouter les 30 minutes complètes de son discours. Merci beaucoup. Madame la Présidente, membres de la Cour, si l'indication de mesures conservatoires était justifiée sur la base des faits dans les affaires que j'ai citées, comment pourrait-elle ne pas l'être ici, dans une situation d'une gravité bien plus grande, où le risque imminent de dommages irréparables est bien plus élevé? Comment pourrait-elle ne pas être justifiée dans une situation où des vétérans humanitaires qui ont vécu des crises remontant jusqu'au champ de tuerie du Cambodge sont à court de mots? Ce sont des personnes qui, selon le secrétaire général des Nations Unies, ont tout vu et pourtant disent que cette situation est tellement sans précédent qu'ils ne trouvent pas les mots pour la décrire. Ce serait un écart complet par rapport à la longue ligne de jurisprudence que cette Cour a fermement établie et récemment réaffirmée pour que la Cour n'ordonne pas de mesures conservatoires dans cette affaire. Le risque imminent de mort, de dommages et de destruction auxquels les Palestiniens de Gaza sont confrontés aujourd'hui et qu'ils risquent chaque jour pendant la durée de ces procédures justifie, en effet, oblige, l'indication de mesures conservatoires. Certains pourraient dire que la réputation même du droit international, sa capacité et sa volonté de lier et de protéger tous les peuples de manière égale est en jeu. La communauté internationale continue de faire défaut au peuple palestinien, malgré la rhétorique génocidaire, ouvertement déshumanisante des responsables gouvernementaux et militaires israéliens, assortie des actions de l'armée israélienne sur le terrain. Malgré l'horreur du génocide contre le peuple palestinien, qui est diffusé en direct de Gaza sur nos téléphones portables, ordinateurs et écrans de télévision. Le premier génocide de l'histoire, où ces victimes diffusent leur propre destruction en temps réel, dans l'espoir désespéré et jusqu'à présent vain que le monde puisse faire quelque chose. Gaza représente rien de moins qu'un échec moral, tel que décrit par le Comité international de la Croix-Rouge, habituellement circonspect. Comme souligné par les chefs des Nations Unies, cet échec a des répercussions non seulement pour le peuple de Gaza, mais aussi pour les générations à venir qui n'oublieront jamais ces plus de 90 jours d'enfer et les assauts contre les préceptes les plus fondamentaux de l'humanité. Comme l'a déclaré un porte-parole des Nations Unies à Gaza la semaine dernière, sur le site d'un hôpital clairement marqué du symbole du croissant rouge où 5 Palestiniens, dont un bébé de 5 jours, venaient d'être tués, le monde devrait être absolument horrifié. Le monde devrait être absolument indigné. Il n'y a aucun lieu sûr à Gaza et le monde devrait avoir honte. Madame la Présidente, membre du tribunal, en conclusion, je partage avec vous 2 photographies. La première est celle d'un tableau blanc dans un hôpital du nord de Gaza, l'un des nombreux hôpitaux palestiniens ciblés, assiégés et bombardés par Israël au cours des 3 derniers mois brutaux. Le tableau blanc est effacé des cas chirurgicaux qui ne sont plus possibles, ne laissant qu'un message manuscrit par un médecin de Médecins sans frontières qui lit « Nous avons fait ce que nous pouvions. Souvenez-vous de nous ». La seconde photographie est celle du même tableau blanc après une frappe israélienne sur l'hôpital le 21 novembre qui a tué l'auteur du message, le docteur Mahmoud Abu Nujaila, ainsi que 2 de ses collègues. Dr. Mahmoud Abu Nujaila, along with 2 of his colleagues.